Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer ton baccalauréat, ton oral et ton écrit de SES pour la fin d'année. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi le sujet du déplacement dans nos sociétés, la liberté, tout simplement, se déplacer librement bah, quand la route croise l'économie et les inégalités sociales. Tu as sans doute déjà entendu cette phrase, on est libre d'aller où l'on veut quand on veut. En France, dans un État démocratique, c'est presque une évidence aujourd'hui. Mais est-ce vraiment si simple que ça? Est-ce qu'on est vraiment tous égaux face à cette liberté de déplacement qu'on plébiscite aujourd'hui dans nos sociétés? Est-ce qu'elle est réellement garantie pour tout le monde et en toutes circonstances? Ce qui semble un droit fondamental, se déplacer, circuler librement, se réunir, est en fait beaucoup plus conditionné, encadré et parfois même restreint qu'on ne le pense. Et ce sujet, en apparence très concret, nous fait entrer en plein cœur des enjeux de société et des notions du programme de SES. Commençons par les faits. En France, la liberté de circulation est un droit inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. On peut circuler librement à l'intérieur du pays, choisir son lieu de résidence, se déplacer pour aller travailler, étudier ou voir sa famille. Mais dans la pratique, cette liberté est souvent relative, car se déplacer suppose des moyens. Un véhicule, un abonnement de transport, du carburant, de l'énergie, du temps. Et ces moyens, tout le monde ne les a pas. Un élève qui vit dans un village, sans gare, sans bus, loin de tout, n'a pas les mêmes possibilités qu'un jeune citadin. Un ouvrier qui doit faire 30 km tous les jours pour aller travailler sur un chantier n'a pas les mêmes coûts qu'un cadre qui télétravaille depuis chez lui. Et là, on touche à une première notion de SES, les inégalités sociales face à la mobilité. La mobilité, ce n'est pas seulement le fait de bouger, c'est aussi un facteur d'intégration sociale, d'accès aux droits, à la culture, à l'éducation et au travail dans notre société. Être mobile, c'est pouvoir profiter des opportunités plus largement. À l'inverse, être immobile, c'est souvent être bloqué, exclu et marginalisé dans notre société. En SES, on parle d'inégalité cumulative. Celui qui n'a pas les moyens de transport risque aussi de rencontrer des difficultés pour trouver un emploi, pour accéder à une formation, pour sortir de la précarité. L'enjeu de la mobilité devient alors un enjeu de justice sociale dans nos sociétés modernes. Mais au-delà de l'aspect social, il y a aussi un aspect économique, beaucoup plus économique dans notre société. Se déplacer, ça a un coût, ça a un prix. En France, on a un réseau routier qui est très développé, des autoroutes, des nationales, des départementales. Mais une grande partie de ces infrastructures sont payantes. Prendre l'autoroute, c'est souvent plus rapide, plus pratique et plus sûr, mais c'est aussi plus cher. Et là encore, tout le monde ne peut pas se le permettre. Certains renoncent, font des détours, perdent du temps ou prennent des routes moins entretenues. L'infrastructure, en théorie accessible à tous, devient en réalité discriminante selon les revenus des personnes. Et c'est là que le débat sur les autoroutes revient souvent. Faut-il qu'elles soient gratuites? Après tout, ne sont-elles pas un bien public? En SES, on définit un bien public comme un bien non excluable et non rival. Mais les autoroutes sont excluables. On peut empêcher quelqu'un d'y accéder s'il ne paye pas. Elles sont donc gérées selon une logique marchande avec des concessions privées, des péages, des tarifs variables. On est loin de la logique de service public universel. Ce choix politique, fait depuis les années 90, repose sur une vision assez libérale de l'économie. Faire financer les infrastructures par ceux qui les utilisent et non par l'ensemble des contribuables. C'est un choix qui a un prix et qui crée des inégalités d'accès. Prenons un exemple plus concret. Imagine qu'une famille modeste qui veut partir en vacances dans le sud de la France, elle a le choix entre prendre l'autoroute avec un péage qui va lui coûter peut-être 80 ou 100 euros aller-retour, ou emprunter des nationales plus longues, plus fatigantes et plus dangereuses. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question d'équité. Et c'est une question de liberté réelle, car la liberté, sans les moyens d'en profiter, c'est qu'une illusion. Un autre exemple frappant, c'est celui des zones rurales. Beaucoup de petites communes ont vu leurs gares fermées, leurs lignes de bus supprimées, le train n'y passe plus, le car non plus. Pour les habitants, cela signifie dépendre entièrement de la voiture. Et si on n'a pas de voiture, on est coincé dans sa ruralité. C'est ce qu'on appelle la fracture territoriale. En SES, cela renvoie à la question des politiques publiques et de la redistribution territoriale. Comment l'État ou les collectivités peuvent intervenir pour corriger ces inégalités d'accès à un bien public? Faut-il subventionner les transports dans les zones rurales? Faut-il investir dans les mobilités douces comme le vélo, le covoiturage ou les navettes locales?
la question se pose aussi en ville. Les métropoles développent les transports en commun, les tramways, les bus, les métros, mais là encore, tout dépend de l'endroit où tu habites. Certains quartiers sont très bien desservis, d'autres mal reliés, voire complètement enclavés, même au sein d'une ville urbaine. Et les tarifs ne sont pas toujours accessibles à tous. À Paris, un pass Navigo coûte une somme significative tous les mois. Dans certaines villes, les jeunes ou les étudiants peuvent bénéficier de tarifs réduits, voire même de la gratuité. Mais cette gratuité est un choix politique qui a un coût et qui pose la question de son financement. Qui le paye, par quel impôt et pour quel résultat social? Ces choix sont souvent débattus. Certains estiment que la gratuité attire plus de monde dans les transports, réduit l'usage de la voiture et améliore l'environnement. D'autres pensent que cela coûte trop cher, que cela n'est pas durable. Et au fond, on en revient toujours à la même chose. C'est un arbitrage politique. En économie, on apprend qu'il n'y a pas de ressources illimitées. Il faut choisir. Investir ici, c'est renoncer là-bas. Subventionner les transports, c'est peut-être prendre moins d'argent pour autre chose. C'est là que la SES nous aide à comprendre les mécanismes d'un choix collectif. Mais le déplacement, ce n'est pas seulement un enjeu économique ou écologique, c'est aussi un enjeu politique et démocratique. Se déplacer, c'est pouvoir participer à la vie de la cité. Aller voter, manifester, se réunir. Et ces droits, eux aussi, peuvent être limités par les déplacements. On l'a vu pendant la pandémie de Covid-19. Le confinement, les attestations de déplacement, les limitations à un rayon de certains kilomètres, la liberté de mouvement a été suspendue au nom de la sécurité sanitaire. Et ça a posé une question essentielle. Dans quelles conditions peut-on restreindre une liberté fondamentale et jusqu'où peut-on la restreindre? En démocratie, ces restrictions doivent être exceptionnelles, proportionnées et justifiées. Mais elles montrent bien que la liberté n'est jamais absolue. Elle est toujours encadrée. Même aujourd'hui, certains rassemblements sont interdits. Certaines zones sont inaccessibles sans autorisation. Ce sont des choix de société. Et ils ont un impact sur la manière dont les citoyens vivent leur rapport à l'espace, à l'autorité et à la vie en collectif. Et puis il y a de nouvelles formes de mobilité. Aujourd'hui, on a des débats autour des trottinettes électriques, des vélos en libre service, des VTC, des plateformes de covoiturage. Ces innovations ont transformé notre manière de nous déplacer. Elles ont parfois amélioré l'accès à la mobilité, mais elles ont aussi créé de nouveaux problèmes, des accidents, des incivilités, des inégalités d'accès au numérique, dépendance aux applications, précarité des chauffeurs et des travailleurs. Là encore, la SES nous aide à analyser les effets directs et indirects, les externalités de ces modèles économiques. Alors se déplacer librement, oui, sur le papier, mais dans les faits, cette liberté, elle dépend de nombreux facteurs, comme ton lieu de résidence, ton revenu, ton âge, ton accès au numérique, l'organisation de la politique publique, l'état des infrastructures qui sont en place, et la régularisation de ce marché. Ce qu'on croyait assez simple, et une liberté totale et naturelle, est en réalité assez complexe et bien construit. Ce qu'on croyait acquis est en fait fragile, on l'a vu pendant la période de Covid. Et comprendre cela, c'est déjà un premier pas vers plus de lucidité sur nos déplacements et sur notre liberté. Et peut-être vers plus aussi de justice sociale. La route, elle n'est jamais neutre, elle raconte une société, ses priorités et ses valeurs. C'est un choix politique. Elle peut relier ou séparer, inclure ou exclure. Et c'est à chacun d'entre nous d'interroger ses choix publics et politiques, de les comprendre et d'imaginer des alternatives. Merci d'avoir écouté ce podcast, cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Prépa Bac, le podcast qui t'aide à préparer ton baccalauréat pour la fin d'année.